Sécurité, commerce, tourisme, le Burkina Faso et le Togo se concertent. La troisième grande commission mixte de coopération entre les deux pays s'est ouverte ce lundi à Lomé. L'intelligence économique se nourrit à Ouagadougou. La première semaine burkinabé de l'intelligence économique a débuté ce matin. Experts, hommes d'affaires, ils viennent d'Afrique et d'Europe pour mener la réflexion. À suivre dans ce 9h30, la chronique économie de ce lundi, la menace plane sur les mauvais gestionnaires des finances publiques. La Cour des comptes veut sortir les dossiers de malversation qui dorment dans ces tiroirs. Bonsoir et bienvenue à tous. Face à face, délégation du ministère de la Santé et organisation de la société civile de Bobo Dioulasso. La crise dans le secteur de la santé est le plat de résistance de cette rencontre. Les OSC qui avaient marché la semaine dernière pour dénoncer une crise aux conséquences désastreuses veulent savoir ce qui est fait par le gouvernement. Le ministère de la Santé a rassuré, des initiatives seraient prises. Le dénouement de la crise ne serait pas loin. Surtout Justin Dabiri pour les explications. Prévu pour se tenir à 14h, c'est finalement à 15h30 que la délégation du ministère de la Santé, conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, arrive au lieu de rencontre d'échange avec la coalition des organisations de la société civile de Bobo. Après le mot de bienvenue, le secrétaire général du ministère de la Santé plante le décor de la rencontre. Ce collectif d'organisations de la société civile afin qu'ils aient des réponses à leurs préoccupations et qu'ils sachent également qu'est-ce que le gouvernement fait dans le sens à ce que la crise sociale actuelle puisse se désamorcer. Donc c'est entre nous et le collectif. Et quand on va finir d'échanger avec eux, on pourra à ce moment maintenant, s'ils le souhaitent, faire l'interview pour dire s'ils ont été satisfaits par notre démarche de réponse et des éléments qu'on a apportés à leurs préoccupations. Les journalistes sont donc priés de vider la salle. 3 heures d'échange après, Daouda Ouattara et ses camarades sortent rassurés de la rencontre d'échange avec la délégation du ministère de la Santé. La fumée blanche tant attendue par les populations est pour bientôt, selon Daouda Ouattara, qui se veut pour le moment moins bavard. Bon, comme vous avez pu le suivre dans le courant de la semaine, nous avons interpellé les belligérants que sont le SINCHA et puis le gouvernement au sujet de la crise du mouvement d'humeur qui est en train de décimer nos populations. Alors, nous avons interpellé les deux et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que le gouvernement a répondu à notre appel. Donc, nous sommes à une étape de la négociation où nous allons seulement déplorer que jusque-là, le SINCHA ne nous ait pas tendu la main. Et néanmoins, nous allons nous réserver pour être un peu moins bavards à cette étape de la négociation. Parce qu'on ne sait pas si le SINCHA va encore nous tendre la main. Mais à l'étape où nous sommes, ce que nous avons entendu ce soir-là nous réjouit et nous promet de meilleurs lendemains. Un meilleur lendemain qui pourrait se matérialiser par la reprise du dialogue entre le gouvernement et le SINCHA dès ce lundi. En vérité, nous avons pensé que le pouvoir nous avait laissé entre les mains des syndicalistes. Bon, mais nous nous rendons compte qu'ils ne dorment pas, ils préparent quelque chose dans le cadre du délai, dans le cadre de la crise, dans un bref délai, qui va nous réjouir. Et nous avons, comme je l'ai dit, nous sommes à une étape où nous allons éviter d'être le poisse. Nous savons que concrètement, qu'est-ce qui a été dit? Concrètement, les promesses que nous avons entendues, nous avons encore donné un ultimatum qui était que d'ici le lundi, ils puissent s'entendre et que le dialogue reprenne. La manière, nous ne savons pas, mais nous avons bon espoir que d'ici le lundi, la bonne nouvelle va arriver. Vous semblez être rassurés. Nous semblons être rassurés. Le ministère, dites-nous concrètement, qu'est-ce que le ministère vous a dit pour vous rassurer aujourd'hui? À cette étape de la négociation, nous ne pouvons pas vous le dire, mais nous vous laissons le temps de constater le lundi, d'ici le lundi, quelque chose sera fait. Si rien n'est fait, nous avons le scénario de notre film en main. Cette rencontre d'échange initiée par le ministère de la Santé fait suite à la marche de protestation organisée par une coalition d'OSC de Bobo Dioulasso le 27 septembre dernier. Cette marche avait pour objectif d'inviter le gouvernement à prêter une oreille attentive aux revendications du SINCHA et le SINCHA de redéfinir le contenu de son mot d'ordre dans le sens du respect du serment des agents de santé.
Nous sommes lundi, on attend donc toujours de voir. Crise dans la santé, crise sécuritaire. La gouvernance va mal selon le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Hier, dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou, la jeunesse de l'ancien parti au pouvoir a appelé à la mobilisation pour le retour du CDP aux affaires afin d'apporter des réponses conséquentes aux maux du Burkina Faso. Abdoulaziz Saré. C'est une jeunesse enthousiaste du Congrès pour la démocratie et le progrès qui tient son assemblée générale. Ils sont de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou et ils se disent plus que jamais engagés pour la victoire du CDP en 2020. Le Congrès pour la démocratie et le progrès perçu comme l'alternative pour la jeunesse. Nous, jeunes de l'arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou, réunis en assemblée générale ce jour, nous invitons le secrétariat national chargé de la mobilisation des jeunes à soutenir le président Edi Kombiogo afin d'assurer une victoire éclatante du CDP aux échéances électorales de 2020. Selon Edi Kombiogo, le CDP va se battre non seulement pour sortir les jeunes du chômage, mais également pour mettre fin à la mauvaise gouvernance. Nous dénonçons fermement ce qui se passe actuellement, la myopie de notre gouvernement. Nous ne voyons pas avancer et nous ne pouvons pas cautionner ce qui se passe. Non et non. Le CDP se battra pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, pour qu'il y ait une meilleure riposte face aux djihadistes, afin que tout s'arrête. Selon le président du CDP, les attaques terroristes à répétition sur le territoire burkinabé témoignent de l'incapacité du gouvernement à trouver une solution aux défis actuels. Un pays se gère dans la planification et l'anticipation. Nous avons aujourd'hui le constat et l'amer constat que notre pays n'est pas gouverné, notre pays est à la traîne des terroristes, endeuillant ainsi chaque jour le pays et entraînant des mouvements internes, des déplacés internes, j'allais dire des immigrés internes. Edi Kombiogo, qui était aux côtés des déplacés de Kongoussi, invite les opérateurs économiques à mettre la main dans la poche afin de soutenir ces populations en difficulté. Si l'État est défaillant parce que le gouvernement est incapable de collecter des ressources, venez au secours de vos frères. Je lance un appel à la Chambre de commerce de réunir l'ensemble des opérateurs économiques et que chacun puisse contribuer un tant soit peu pour que nous allions sauver nos populations dans Kongoussi et ailleurs. Le président du CDP, Edi Kombiogo, invite les militants à rester mobilisés pour une victoire éclatante de son parti en 2020. La page économie, un colloque international sur l'intelligence économique, c'était en septembre 2011. 8 ans après, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso organise la première semaine burkinabé de l'intelligence économique. 40 entreprises d'Afrique et d'Europe se retrouvent une semaine durant à Ouagadougou pour un partage d'expérience sur la pratique de l'intelligence économique. Archimède Boy. Experts et acteurs économiques venus d'Afrique et d'Europe. Ici, il est question d'intelligence économique. Un cadre de partage d'expériences et d'analyse sur les défis, les enjeux et les perspectives de cette approche, l'intelligence économique, une stratégie d'innovation et de compétitivité des entreprises. Cette initiative contribue d'abord à vulgariser le concept d'intelligence économique. Vous savez, lorsqu'on parle d'intelligence économique, on a souvent tendance à dire que c'est réservé à des initiés. C'est vrai, il faut aller à l'école, il faut aller à la pratique pour apprendre d'abord les concepts, ne pas les confondre avec d'autres concepts, et également les outils qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les entreprises ont besoin de se développer. Les entreprises ont besoin de prendre de nouvelles parts de marché. Et les entreprises ont besoin de protéger leur patrimoine. Et aujourd'hui, pour faire tout cela, vous avez besoin de connaître votre environnement. La semaine burkinabé de l'intelligence économique est un événement économique majeur.
Il vient confirmer l'enjeu du partage de l'information et de l'importance du développement des réseaux pour promouvoir les entreprises. Et si vous n'avez pas l'information, ça veut dire que votre secteur est voué à l'échec avec l'évolution de ce monde actuel. Donc l'intelligence économique, c'est tourné vers l'information de ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'entreprendre. Ce que j'ai envie d'entreprendre, il faut savoir où est-ce que ça va m'amener. Je prends un exemple tout bête. On va à la mairie pour se marier. Il y a les bancs qui sont diffusés. D'accord? Mais moi qui vends des fleurs, je verrai l'information, ah tiens, à cette mairie, il y a un mariage. Donc je me prépare pour vendre des fleurs à se marier. Vous voyez? L'agence de voyage peut se préparer pour dire, ah tiens, on aura besoin de vendre des tickets, des billets pour permettre à ce couple de faire des voyages de noces. Des panels, des conférences, des échanges sur plusieurs thématiques vont marquer cette première semaine burkinabé de l'intelligence économique. Il est prévu au terme de cette rencontre la création du réseau des professionnels de l'intelligence économique. Nous sommes lundi, les échos de l'écho. Les auteurs de mauvaise gestion des finances publiques vont devoir rendre compte très prochainement. La Cour des comptes veut sévir. Tout le passif en souffrance dans les tiroirs de l'institution sera vidé au plus tard dans 12 mois. La volonté est manifeste, mais concrètement, à quoi faut-il s'attendre? Explication dans cette chronique économie de Rémi Lambert-Nibier. Ça bouge enfin du côté de la Cour des comptes. Sinon, ça devra bouger à la Cour des comptes pour ne pas aller vite en besogne. Même si du côté de l'institution en question, on semble déterminé à envoyer le message tant attendu. On ne gère pas les deniers publics avec légèreté. C'est tout l'appareil judiciaire qui en fait d'ailleurs son credo quand il décide de placer la rentrée judiciaire sous le signe du contrôle interne des finances publiques. Nous avons un stock très important de comptes non encore jugés, alors qu'il y a des délais de prescription. Si on laisse passer trop d'années, on ne pourra même plus, même si on découvre des fautes, on ne pourra plus sanctionner. On va mobiliser tout le personnel de la Cour. S'il le faut, on va faire appel à d'autres compétences à l'extérieur, des anciens membres de la Cour, bref, des gens qui ont des compétences, qui vont venir renforcer les effectifs et nous allons nous donner des objectifs dans le temps pour que d'ici un an, le maximum de comptes qui étaient en souffrance puissent être jugés. Et il y a même des comptes sur lesquels on a identifié des fautes de gestion. Que ces fautes de gestion également peuvent être jugées rapidement. Ouf, ce n'est pas assez tôt. À soupirer quelque part un adepte de la bonne gouvernance. Mais à quoi faut-il s'attendre quand Jean-Émile Somda décide de lever son marteau? Donc la Cour des comptes peut juger les comptables publics jusqu'à une certaine, en fonction de la catégorie des fautes de gestion. Et les sanctions sont souvent des sanctions pécuniaires. Ça veut dire qu'on peut opérer des retenues sur le salaire de la personne. Donc la retenue peut aller au-delà même du montant perçu par l'agent qui a été reconnu fautif. Et les fautes les plus récurrentes au niveau des différents rapports que l'on arrive à lire, c'est par exemple les manquants de caisse. Il y a les manquants de caisse, il y a l'absence de pièces justificatives, il y a les détournements de lignes. Donc ce sont ces fautes de gestion-là qui peuvent faire l'objet d'un jugement au niveau de la Cour des comptes. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a des cas de corruption avérés, donc ces dossiers-là sont transférés au niveau des tribunaux spécialisés en la matière. Il ne faut donc pas s'attendre à des peines privatives de liberté qui, elles, relèvent d'une autre juridiction. Cependant, c'est déjà assez suffisant pour prouver aux yeux de l'opinion publique que la Cour des comptes n'est pas seulement là pour produire des rapports au président du Faso. La leçon à donner, elle aussi, est fort appréciable, car elle servira d'exemple pour les gestionnaires des finances publiques. Une nouvelle dynamique qui risque tout de même de s'estomper par défaut d'une mise à jour. La Cour des comptes telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est en déphasage par rapport aux normes en vigueur.
au niveau de l'UEMOA, au niveau international. Et qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures assez rapidement. Dans les années 2010-2011, il y a eu un grand débat sur justement la composition et le fonctionnement de la Cour. Il y a eu une nouvelle loi qui a été adoptée, mais le Conseil constitutionnel l'a jugée anticonstitutionnelle. Je pense que la Cour a quand même traîné les séquelles de ces débats-là entre professionnels du droit, c'est-à-dire les magistrats et les non-magistrats. Parce que les magistrats n'acceptaient pas, ne voyaient d'un mauvais œil le fait que, si on peut dire, des civils soient au rang de magistrats au niveau de la Cour des comptes. Donc ils ont voulu changer un certain nombre de choses, mais qui a été jugé anticonstitutionnel. Il faut que la Cour des comptes arrive à dépasser, surmonter complètement ce problème-là, et qu'au niveau aussi du gouvernement, on puisse doter la Cour de moyens suffisants et tous les organes au sein de la Cour des comptes soient mis en place, notamment l'organe de contrôle. Aujourd'hui, on a l'ASE qui fait un très bon boulot, un bon travail en matière de lutte contre la corruption, mais la Cour des comptes, de par ses prérogatives, aussi pouvait jouer mieux ce rôle-là si vraiment on dotait à la Cour tous les moyens nécessaires pour fonctionner. Les regards sont tournés vers l'exécutif, mais aussi vers la Cour des comptes, qui n'a pas à rater l'occasion de justifier qu'elle n'est pas qu'une institution de plus dans le bataillon de lutte anticorruption qui peine à démontrer son efficacité. Le 10 janvier dernier, l'UEMOA célébrait ses 25 ans d'existence, 25 ans d'efforts et de résultats pour un marché commun abouti et une intégration réussie. Des objectifs pour lesquels l'Union économique et monétaire ouest-africaine continue de mener la réflexion. Ce lundi à Ouagadougou, l'Union tient un forum scientifique sur la libre circulation des personnes et des biens face aux défis sécuritaires. Kwame Hervé Daba. Elle constitue sans doute l'un des piliers de l'intégration et du marché commun dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Mais depuis plusieurs années maintenant, la libre circulation des personnes et des biens doit faire face à un défi majeur. L'insécurité ambiante qui gangrène toute la sous-région. Une situation sécuritaire dont l'impact pose une équation que souligne ici le directeur exécutif de l'Institut des futurs africains qui a ouvert les communications de ce forum. On assiste à une situation où les contrôles sont plus fréquents, plus nombreux et beaucoup plus longs. Et le temps étant de l'argent, le temps que l'on perd dans ces contrôles se traduit par des pertes, d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, on ne saurait, sous prétexte de libre circulation, laisser les champs ouverts à des groupuscules ou à des groupes djihadistes qui profiteraient de la libre circulation pour faire circuler des armes. Comment résoudre alors cette équation? Il y a donc un impératif à trouver les moyens de concilier le principe de la libre circulation, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, avec l'exigence de vigilance et d'accroissement de la sécurité pour les populations qui risqueraient d'être menacées autrement. Mais au-delà du défi sécuritaire actuel, la libre circulation des personnes et des biens est aussi confrontée à des entraves beaucoup plus endémiques. La multiplication des postes de contrôle ou encore les nombreuses tracasseries routières constatées d'une frontière à une autre au sein de l'UEMOA. Pour résoudre toutes ces questions, nous avons pensé à mettre en place des infrastructures qui faciliteraient aussi la résolution de ces questions, comme les postes de contrôle juxtaposés, où on réunit toutes les forces qui sont impliquées dans cette libre circulation au niveau des frontières pour qu'elles travaillent ensemble. Et bien sûr, nous attirons l'attention des États sur les autres pratiques que seuls les États peuvent y mettre fin, à savoir les prélèvements illicites. Des prélèvements illicites ou encore raquettes, la pratique est courante dans les espaces frontaliers de l'Union, comme l'a révélé cette enquête exclusive de la télévision BF1 à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, montrant qu'avec un billet de 1000 francs ou de 2000 francs CFA, n'importe quel kidam de tout acabit peut passer d'un pays à un autre. Vous avez dit sécurité.
Voilà, à la frontière ivoirienne, mais également sur l'axe Ouagadougou-Lomé, où la libre circulation des personnes et des biens resterait une vue de l'esprit selon des usagers. Les raquettes restent également une réalité. Les autorités burkinabées et togolaises veulent renforcer la coopération bilatérale pour mieux prendre en charge ces problèmes. Ce lundi, les experts des deux pays sont réunis à Lomé. C'est dans le cadre de la 3e grande commission mixte de coopération Burkina Faso-Togo, commerce, sécurité, tourisme. Tout sera passé en revue. Les détails avec notre envoyé spécial à Lomé, Arsène Konitamde. 19 ans se sont écoulés depuis la dernière grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Togo. La dernière s'est tenue en octobre 2000 à Ouagadougou. Près de 2 décennies plus tard, il était de bon ton pour les diplomates des deux États de s'interroger sur l'état de leurs relations afin de trouver des réponses aux défis qui leur sont communs. Le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire difficile et ici à Lomé, il vient pour solliciter une collaboration plus poussée en matière de sécurité. Les questions de défense et de sécurité sont d'une importance entre les deux pays qui ont décidé de se parler directement, d'agir directement, de casser certaines barrières afin que donc il y ait des opérations beaucoup plus fluides au niveau des frontières pour être beaucoup plus efficaces. Donc c'est important qu'on puisse travailler encore davantage, formalisé par des accords, donc toute la relation en matière de sécurité qui puisse exister entre nos deux pays. C'est en 1984 à Kara, dans le nord du Togo, qu'a été signé l'accord portant création de la grande commission mixte entre les deux États. La tenue de cette 3e session matérialise la volonté des présidents burkinabés et togolais de faire vivre l'initiative de leurs prédécesseurs. Les travaux devront permettre d'élargir les domaines de coopération. 35 ans après, il est tout à fait indiqué que les deux parties conviennent d'élargir les domaines de coopération à d'autres secteurs. Nous nous félicitons qu'à cet effet, elles ont convenu de la signature d'un accord cadre de coopération examiné et finalisé. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de la sécurité. Lors de la rencontre des experts des deux parties tenue à Ouagadougou en février 2015, plusieurs domaines de coopération ont été examinés, discutés et retenus. De leurs travaux, il ressort qu'un lot de projets d'accord validés par les deux parties attend d'être signé ce 8 octobre dans la capitale togolaise. Le rendez-vous biennal de la culture burkinabé, la SNC, la Sommet nationale de la culture, la 20e édition, c'est dans 6 mois. En attendant, ce sont les semaines régionales de la culture qui donnent le ton. On annonce des innovations. Soto, Justin Daviré. C'est Yako, chef-lieu de la province de Passoré, situé dans la région du Nord, qui ouvre le bal des semaines régionales de la culture 2019. Le choix de Yako pour abriter les semaines régionales de la culture dans le Nord en lieu et place de Waïgouya, chef-lieu de la région, est l'une des innovations des semaines régionales de la culture édition 2019. La participation de la diaspora ivoirienne dans les expressions culturelles et le retour des compétitions lors des phases finales font partie également des innovations. La compétition revient. Pour les troupes qui pensaient que, bon, 2018, il n'y a pas de compétition, il faut revenir aussi reproduire peut-être la même chose, il n'y a pas de compétition. Des troupes qui avaient 600 000 pourraient se retrouver à 150 000. Alors, ça, c'est important. Parce que la compétition, vous êtes dernier, puis il y aura 15 régions. Il y aura 15 régions. Il y a 14 régions culturelles au Burkina. C'est 13 régions administratives que les gens connaissent. La région autonome du Gouy, c'est une région. La diaspora ivoirienne va conseiller une autre région. Ça fait 15 régions. Donc, point dernier, il ne faudrait pas que ça s'éteigne toujours dans les chefs-lieux de région où peut-être il n'y a même pas d'engouement. Vous allez, vous voyez que bon, les gens, c'est des troupes qu'ils ont déjà vues. Ils trouvent que ce n'est pas la peine d'aller. Mais délocaliser, amener ça dans un chef-lieu de province, mais c'est la fête totale. Voilà pourquoi il y a effectivement des localités, des régions ont préféré délocaliser. C'est le cas de la région du Nord, qui a préféré mettre ça, célébrer ça à Yako. Rassurez-vous que la Côte d'Ivoire, il y a eu aussi des inscrits. Peut-être que quelqu'un allait poser cette question après, je ne sais pas. Il y a eu bel et bien des inscrits en Côte d'Ivoire qui nous attendaient aussi de pied ferme. Depuis, ils ont d'abord manifesté les besoins auprès du ministre. Quand le ministre est allé au FEMIA, le festival urbain Tanoumambou en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils ont encore manifesté les besoins.
Le budget alloué à l'organisation des semaines régionales de la culture cette année est de 100 millions de francs CFA. Un budget qui comprend non seulement les subventions octroyées aux régions, mais également les charges liées aux aspects techniques et artistiques de l'organisation des SRC. A priori, quand on dit, il y en a qui vont dire c'est trop. Voilà. Mais c'est un budget qui prend en compte beaucoup de choses. Il y a le paiement des primes de préparation aux artistes qualifiés par région. Ça veut dire que lorsqu'on va dans une région, les artistes qualifiés reçoivent des primes de préparation. Ensuite, il y a les frais de reportage vidéo des compétitions. Vous avez aussi la prise en charge des membres du jury, ça c'est obligé. Il y a les coûts de location de l'équipement technique, la publicité dans les organes de presse, la confection des banderoles, le paiement des guichetiers et portiers. Les semaines régionales de la culture mettent en compétition au niveau régional les artistes, les sportifs et les spécialistes de l'art culinaire. Ces sélections régionales visent la désignation des représentants des régions à la phase finale, conformément aux dispositions des règlements intérieurs des différentes catégories, la décentralisation effective de l'animation culturelle, la promotion et la valorisation de la diversité culturelle locale. Le directeur général de la SNC rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement des semaines régionales de la culture édition 2019. En sport, le respect de la nation à Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé qui a arraché une victoire historique aux mondiaux d'athlétisme de Doha en triple saut, médaillé de bronze. Il a reçu ce matin les félicitations du ministre en charge des sports, Sandrine Zougouri. Le bronze en main, le sourire aux lèvres, il rencontre le ministre des Sports et des Loisirs. Hugues Fabrice Zango est entré dans l'histoire avec son bond de 17,66 mètres aux mondiaux d'athlétisme à Doha. Le triple sauteur devient le premier Burkinabé à décrocher une médaille à cette compétition. 17,66 m, ça m'a permis cette fois-ci d'avoir une médaille de bronze. Et j'ai été confronté quand même à 3 personnes qui ont déjà sauté 18 mètres dans leur carrière. En 2015, le Portugais que j'ai battu, en fait, il avait sauté 18 mètres. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, il voudra sa revanche. Il faut le dire clairement. Et l'année prochaine, moi, je voudrais attaquer les Américains. Donc, chacun a ses gros objectifs. Et pour pouvoir justement attaquer ces Américains, il me faudrait franchir un gap de 20-30 cm. Pour gagner 20-30 cm, c'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail derrière. Et là, on aura forcément besoin davantage de soutien du ministère pour justement monter sur la première marche du podium, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il est permis de rêver. Une médaille de bronze aux mondiaux d'athlétisme, des records d'Afrique du triple saut en salle et en l'air, mais Hugues Fabrice Zango n'est pas encore rassasié. Il rêve plus grand. Prochain défi, décrocher l'or aux Jeux olympiques prévus en juillet 2020 au Japon. Mais pour y arriver, il faudra le soutien de toute la chaîne sportive. Je pense que le Burkina n'a pas encore eu sa première médaille olympique et je pense qu'on s'en rapproche désormais avec cette première médaille qui donne davantage d'espoir parce que, comme je l'ai dit souvent, en fait, il y a 5 ans, on pouvait peut-être ne pas pouvoir rêver avoir une médaille olympique. Mais le fait déjà que les Burkinabés puissent rêver maintenant avoir une médaille olympique, je pense qu'on a fait un pas. Et ce pas, déjà, c'est un pas. On a franchi un cap psychologique, peut-être, qui débloquera forcément des choses physiques. Donc, moi, je vais dire que sur un premier plan, moi, j'ai atteint mon objectif. Des requêtes bien notées par le ministre des Sports et des Loisirs qui réaffirme l'engagement de son département à toujours soutenir les ambassadeurs du sport burkinabé. Car avec cette prouesse de Fabrice Zango, le Burkina Faso n'a plus droit à l'erreur. Nous allons t'accompagner pour que, en tout cas, l'année prochaine, aux Jeux Olympiques, nous puissions également disposer de la première médaille d'or pour toi, mais espérant que pour tous ceux qui vont t'accompagner également, chacun va jouer sa partition et que nous aurons plus d'une médaille. Parce que pour toi, on se dit déjà que ça, c'est naquis. Cette performance réalisée lui permet d'inscrire son nom dans le palmarès des top 50 des performances du triple saut au monde. Sport et études, une combinaison bien réussie chez l'athlète burkinabé. Doctorant en génie électronique en France, Hugues Fabrice Zango est major de sa promotion.
Hugues Fabrice Zango qui devrait être reçu demain par le président du Faso. Plus de sport tout à l'heure à 21h dans votre émission Sport Time. Mais avant 20h15, le JT Moré avec Rianata Ouina. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain.